Les vraies voix sur Sud Radio avec notre grand débat, le déconfinement, ce ne sera pas un retour à la vie d'avant, a dit hier Édouard Philippe. Et c'est vrai que ça s'annonce compliqué entre, je le disais, les maires qui ne veulent pas d'un retour à l'école le 11 mai, les règles de distance sociale pratiquement impossibles à mettre en œuvre un peu partout et notamment dans les transports en commun, le port du masque sûrement obligatoire dans les trains, les bus, l'isolement des porteurs du virus dans des hôtels ou bien encore les réunions de famille ou entre amis fortement déconseillées. Je vous le garantis, on n'est pas sorti de l'auberge, évidemment. Alors on vous pose cette question dans les vraies voix sur Sud Radio et vous êtes les bienvenus. Antenne ouverte évidemment, 0826 300 300. Coronavirus, la vie d'avant est-elle terminée? On en pense quoi sur les réseaux sociaux? Philippe Rossi. Twitter, Facebook, où il y a beaucoup de votes déjà, et donc ce score, c'est quand même 65% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Et voilà, la vie d'avant, c'est terminé. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et la vie d'avant, évidemment, c'était surtout la liberté. Pour l'instant, la liberté, on l'a un peu moins forcément vu la situation. Lionel Lucas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Tiens, avant de vous donner la parole, on écoute le Premier ministre hier. Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. Mais comme nous avons réussi le confinement ensemble, nous allons réussir ensemble le déconfinement. Comme nous avons appris à nous battre contre le virus, nous allons apprendre progressivement à organiser notre vie collective avec ce virus. En mettant en œuvre de nouvelles habitudes, en vivant dans un quotidien qui sera un peu différent, mais en retrouvant la liberté à laquelle nous sommes attachés. Bon, Lionel Lucas, on va évidemment parler dans quelques instants du déconfinement vu côté école, puisque vous-même vous êtes instituteur, donc on va pouvoir évoquer ce sujet-là. Mais avant, si l'on écoute le Premier ministre, on n'est pas prêt de revoir le monde d'avant la crise sanitaire. Le monde d'avant est mort et bien mort, à votre avis, monsieur le maire? Non, je ne le pense absolument pas, non. Non, il est mort pour quelques mois, bien sûr, mais vous savez, la faculté d'oubli chez l'individu, c'est quand même impressionnant. Le système capitaliste devait s'effondrer après les subprimes, il s'est jamais aussi bien porté depuis. Donc voilà, c'est ce qu'on dit toujours quand on subit un choc intense, et effectivement que nous ayons je le souhaite d'ailleurs, une remise en question d'un certain nombre de pratiques. Ça va de soi, mais je ne pense pas que malheureusement nous pèsions très lourd par rapport aux intérêts qui sont bien plus puissants et la logique au bout de quelque temps reprendra le dessus et voilà quoi. Mais bon. Notamment lorsqu'on aura trouvé évidemment médicaments et surtout vaccins, forcément les choses redeviendront peut-être un petit peu plus normales. On verra. En tout cas, ce déconfinement de manière globale, vous l'imaginez comment? Parce que quand on entend le Premier ministre hier, on se dit en réalité, il utilise le terme déconfinement, mais ça va pas être un déconfinement en réalité. Ça va être le confinement légèrement assoupli, très légèrement à la marge. Non? Vous croyez pas? Oui, je pense que d'ailleurs, il est en train de se faire, même sans aller jusqu'à la date du 11 mai, parce que la reprise d'un certain nombre d'activités économiques fait qu'on voit beaucoup plus de circulation, qu'on voit des camionnettes d'artisans, des chantiers, et donc je pense que c'est en train de se faire, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est pas le coup de sifflet qui doit déterminer non plus la vie des gens, donc et les citoyens sont plus responsables qu'on ne le pense, malgré quelques attitudes toujours marginales de mon point de vue. Je pense que c'est en train de se faire. Par contre, il est important que pour tous les responsables que nous sommes, nous soyons là pour rappeler les protections, les distances physiques, les précautions nécessaires. C'est là où nous aurons un rôle important à jouer. Vous prenez les terrasses de restaurants, eh bien ça sera les municipalités avec leur police municipale qui devront être
être très attentif pour ne pas éviter de reprendre des mauvaises habitudes. Voilà, c'est là où ça va se faire au fur et à mesure. Mais en même temps, on pourra pas non plus mettre un policier. Ça circule plus qu'aujourd'hui, qu'hier. C'est vrai, mais on pourra pas mettre non plus un policier derrière chaque client de restaurant. Hein. Il faut quand même dire les choses aussi. Et puis, je vais vous dire, Lionel Lucas, entre nous, demain, on ouvre les restaurants. Vous allez au restaurant avec votre chair et tendre. Et là, on vous dit, il faut vous mettre à 2 mètres l'un de l'autre. Honnêtement, personne va aller au restaurant, hein, je vous le dis, moi. Voilà. C'est ça qui va se passer. Hein. La distance sociale, c'est bien. Enfin, il y a un moment, on ne vit pas. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Voilà, moi c'est mon sentiment. C'est la première étape et on a la chance qu'il va faire beau, donc il y a beaucoup de restaurants qui peuvent avoir des terrasses et au lieu de mettre 2 tables côte à côte esquichées comme c'était jusqu'à présent, on peut les écarter. Il faut permettre aussi aux professionnels de pouvoir rouvrir pour éviter la catastrophe générale. Donc il faut trouver un compromis. Mais ça doit se discuter. C'est ça que je regrette, moi, c'est qu'on ne discute pas aujourd'hui. On a des ordres d'en haut. Et il se passe rien sur le terrain. Donc nous sommes dans l'attente, comme pour les écoles. Il ne s'est rien passé depuis les déclarations du président. Vous interrogez aujourd'hui le recteur d'académie, il vous dit, je sais pas. Je sais pas. Alors justement, Lionel Lucas, vous ne souhaitez pas la réouverture de la crèche, des classes, le 11 mai prochain. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. C'est parce qu'on ne sait pas faire. C'est pas une position idéologique, c'est simplement que on a beau se retourner les problèmes dans tous les sens, compte tenu des précautions qui restent à prendre, compte tenu que c'est pas un déconfinement général, compte tenu qu'on est toujours en confinement allégé, comment on fait pour donner toujours la protection sanitaire aux enfants, aux adultes, quels qu'ils soient? Et donc, c'est des bouillons de culture. Il faut apprendre les gestes barrières aux enfants, par exemple. Est-ce que ça, c'est possible? Je sais pas. Moi, ça me fait rigoler, hein, parce que ça me fait rigoler. Hein. Vous irez dans un collège faire les gestes barrières, vous verrez que ça va marcher un petit moment peut-être, hein, mais après, il faut durer. Hein. Moi, j'ai été prof de lycée pendant 40 ans. Là, vous avez des gens un peu plus adultes, mais vous savez très bien qu'il y a toujours des marioles, il y a toujours des gens plus malades. C'est compliqué déjà dans la vie normale. On n'est pas en Corée du Sud et encore moins en Corée du Nord, hein, donc c'est pas simple, quoi. Mais donc vous dites hors de question dans ma commune que les écoles rouvrent le 11 mai prochain. Pour vous, c'est clair? Le problème, c'est qu'il faut déjà que j'ai du personnel municipal qui accepte de prendre ce risque. Premier élément. J'ai pas de moyen de les contraindre. Hein, je veux dire, l'inquiétude est une réalité. Ensuite, il faut que je veille à ce que les lieux soient parfaitement désinfectés et tous les jours. Je vais aller nettoyer le toboggan, les petits jeux d'enfants, les crayons, tous les soirs. J'ai les parents à l'entrée de l'école, à la sortie de l'école, qui s'agglutinent toujours pour récupérer le môme. On n'a pas toujours les espaces selon les communes, parce que chaque commune est différente, chaque groupe scolaire est différent. Donc, moi, je souhaiterais qu'on ait un travail de concertation avec nos inspecteurs pédagogiques pour voir quels sont les enseignants disponibles, parce que là aussi, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas combien d'enseignants. Donc, une fois qu'on aura vu tout ça, on pourra dire, voilà ce qu'on est capable de faire, et puis voilà ce qu'on n'est pas capable de faire. Mais comme on n'a rien, pour le moment, sur le principe, moi je réponds, c'est pas question. Et on ne fera pas de cantine, c'est impossible de faire une cantine, c'est impossible. Oui, Babette de Rosière, tiens, vous pensez quoi de tout ça quand vous entendez Lionel Lucas qui raconte ce qui se passe en réalité sur le terrain et par rapport à ce qu'on entend tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire au niveau du pouvoir, du Premier ministre, du Président? Je comprends son embarras, parce que les enfants ne feront pas les gestes barrières et en plus, on sait très bien qu'il n'y a pas suffisamment de masques pour tout le monde, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de matière pour prendre des précautions contre le virus. Donc je pense que c'est mieux justement de laisser les écoles fermées pour l'instant. Ça c'est mon avis personnel. Parce que les enfants vont suivre pendant un petit moment justement ces gestes, etc. Mais après ça va être vite oublié. Ne serait-ce que dans la cour de récréation, quand ils seront ensemble, vous croyez que les enfants vont penser aux gestes barrières et tout ça? Non. Je pense que c'est un peu prématuré. Ou alors il faut avoir le personnel pour les surveiller en permanence et qu'ils soient à 1,50 m les uns des autres. Oui. Et le personnel, il faut les protéger aussi. Non, je pense que c'est un cafouillage, ça. On n'est pas encore prêt pour ça. Ouais, Philippe Bilger. Christophe, monsieur le maire, dans sa première intervention, a lancé ce que je percevais comme un message d'espoir en disant que la vie
d'après, le déconfinement bien accompli pourra nous retremper dans la vie qu'on aimait avant. Et ensuite, il a exprimé toutes les difficultés sanitaires, de précaution, peut-être les approximations politiques qui rendaient difficile. Au fond, est-ce que vous êtes plus pessimiste qu'optimiste, monsieur le maire ? Je suis les deux parce que je suis pragmatique, je reste un idéaliste, parce que je pense que la vie, c'est d'être ensemble, c'est de se serrer la main, c'est de se faire l'accolade, c'est de s'embrasser, parce que c'est l'humain. Et donc, il n'y a pas de raison que les choses ne reprennent pas un jour le tour normal. Mais en attendant, dans cet épisode douloureux que nous vivons, il faut prendre toutes les précautions nécessaires, il faut veiller à respecter tout ce qui nous a été dit. Vous voyez, pour les écoles, moi, j'ai proposé dès le lendemain que pour les parents qui n'auront pas de solution de garde d'enfants, bien sûr que nous pouvons envisager d'élargir ce que nous faisons actuellement pour les enfants du personnel soignant et des forces de sécurité, de faire une garderie comme nous le faisons quand il y a grève générale, nous faisons un système de service minimum. Mais je ne peux pas décemment arriver à surveiller et à protéger plus de 30 enfants par groupe scolaire. Oui, mais quand pense le Premier ministre, il n'a rien dit. Et voilà, et on nous dit rien, et on travaille pas autour de la table pour discuter de ça. Le Premier ministre, il a été plat. Il s'est passé 8 jours. Il s'est passé 8 jours quand même. On avait le temps de discuter. Oui, et pour l'instant, on nous laisse seuls. Et puis on nous laisse face aux citoyens, bien sûr. Hein. Je te renvoie la patate chaude. Et puis c'est toi qui t'en débrouilles. Hein, et je comprends la préoccupation des citoyens qui vont devoir reprendre le travail. Donc on est là pour aider nos concitoyens. On n'est pas là non plus pour avoir des positions imbéciles. Mais quand on prend des positions de fermeté comme je les ai prises, c'est juste pour alerter que décemment, ce sont des bouillons de culture. Quand je dis qu'un lycée, c'est comme le porte-avions de Gaulle, quand je dis qu'un collège et des écoles, c'est des petites bombes atomiques de contamination, c'est normal. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Oui, je pense que le vrai sujet, c'est que en mettant les enfants à l'école, ça libère les parents pour que les parents aillent travailler. C'est un sujet de problème économique pour le Premier ministre. Il n'a absolument rien dit. Il était de toute façon la première fois, il a peut-être fait une révision, une répétition, et là dimanche, il a accompli ce qu'il avait fait en répétition. Pour moi, il a absolument rien apporté au peuple sur le déconfinement, et en plus, de toute façon. De toute façon, sur l'histoire de l'école, on nous a dit que c'était pas obligatoire. Après, c'était obligatoire. Et puis après, c'était plus obligatoire. Et maintenant, on nous dit que ça sera peut-être par région, c'est-à-dire d'abord les régions les moins touchées, le sud-ouest, le sud de la France, etc. Et en fait, au final, je crois très honnêtement que le président de la République, il y a 8 jours, effectivement, a fait des annonces, que rien n'était préparé, que la réalité c'est ça, et qu'on a le résultat aujourd'hui, ni plus ni moins. Mais on va continuer d'en débattre parce qu'il y a un autre sujet, par exemple, qui concerne les maires, ce sont les EHPAD. Et je crois que Lionel Lucas a des choses aussi à nous dire là-dessus, bien entendu. Notre débat. Les vraies voix. Le déconfinement, ce ne sera pas le retour à la vie d'avant, c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier. Alors cette question coronavirus, la vie d'avant est-elle terminée ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où c'est toujours 62% de nos auditeurs qui disent oui, qui répondent oui à la question, la vie d'avant c'est terminé. Puis beaucoup d'auditeurs qui rejoignent notre invité, monsieur le maire Lionel Lucas, et qui nous disent, moi de toute façon à partir du 11 mai c'est clair, je n'emmènerai pas mes enfants à l'école. Allez, 0826 300 300, on vous attend. Et la députée La République En Marche, Marie-Christine Verdier-Jouclas, sera avec nous dans quelques instants. Également, attention, danger, le déconfinement, ce ne sera pas le retour à la vie d'avant, c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier. Donc pas de bisous pour l'instant, voilà, entre collègues, tout ça, c'est terminé pour le moment. On n'est pas prêt. Et cette question coronavirus, la vie d'avant est-elle terminée ? 0826 300 300, on va vous entendre dans quelques secondes. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est toujours le oui qui l'emporte et puis qui augmente. Au fil des minutes, on passe de 62 à 68% de nos auditeurs qui répondent par la positive. Lionel Lucas, maire de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, est toujours avec nous et nous rejoint tout de suite Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être avec nous, député La République En Marche du Tarn et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Marie-Christine Verdier-Jouclas, le déconfinement du 11 mai n'est pas un retour à la vie normale, c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier. Vous croyez que, honnêtement, vous croyez que les Français vont supporter indéfiniment cette situation ? Parce que pour l'instant, on le disait tout à l'heure, on est quand même assez résilient. Mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu pesant, hein ? Mais c'est pesant et on peut très bien le comprendre. Pour autant, il faut bien qu'à un moment donné, on commence à faire un déconfinement progressif. Et parce que justement, au niveau sanitaire, il y a des progrès et que ça va mieux, il faut qu'on puisse revenir à une vie normale, même si ça va être progressif. Vous savez, à l'entrée, au départ, quand on a dit on arrête tout, on ferme, on se confine, ça a été une décision verticale qui est arrivée d'en haut et tout le monde l'a appliquée parce qu'il y avait effectivement danger et que la crise sanitaire était en jeu et qu'il fallait se faire ça. C'est beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, par contre, on est en déconfinement avec des scénarios possibles de comment on va faire pour petit à petit reprendre une vie normale. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que fermer, c'est une chose, mais réouvrir, comment, dans quelles conditions, avec des masques, avec des tests, sans tests, tout le monde, pas tout le monde, dans telle région, dans tel territoire. Et c'est pour ça que j'ai entendu votre discussion avant que je prenne l'antenne. C'est quand même, il a quand même été très très clair. C'est pas justement une décision verticale qui va être prise. C'est une décision basée sur un binôme. Un binôme qui va être qui? L'élu, donc maire, conseiller départemental ou conseiller régional, et le préfet. C'est-à-dire ça ne pourra fonctionner qu'à partir du moment où ce binôme se mettra autour de la table et réfléchira comment, pour les écoles, j'ai entendu moi l'inquiétude du maire et je le comprends, mais comment dans son école on peut envisager peut-être d'ouvrir uniquement la grande section ou le CP ou le CE2 parce qu'il y a des enjeux après. Comment au collège on peut faire peut-être que la 6e ou le 3e. C'est tout ça qu'il faut mettre en musique, c'est tout ça sur lesquels il faut réfléchir. Non mais attendez, j'entends bien ce que vous dites, Madame la députée. C'est simplement que vous dites c'est au niveau local finalement que tout ça va se passer. Mais attendez, c'est le président de la République qui a donné le là. Donc on envoie la patate chaude, comme l'a dit Lionel Lucas, on envoie la patate chaude aux élus de terrain. Et puis après, chacun se débrouille comme il peut. Voilà, c'est ça la politique du gouvernement. C'est ça la politique du gouvernement. Attendez. On aurait pris une décision verticale en disant on fait comme ça et comme ça, à tel endroit, et comme ça, à tel endroit, etc., sans concertation. Mais alors là, votre émission, elle aurait été dans l'autre sens. Et on aurait été forcément pareil, critiqué. Ça, c'est pas le souci. Moi, je crois qu'il faut que ce soit différencié. Il faut qu'on ait un déconfinement territorial. Et parce que l'élu connaît son territoire, parce que l'élu connaît très très bien sa ville et les endroits de sa ville, il faut qu'il participe. Mais ça ne veut pas dire qu'il va prendre la responsabilité et qu'il a la patate chaude. Quand est-ce que vous avez entendu Lionel Lucas vous répond. Lionel Lucas va vous répondre. La patate chaude. Oui, Lionel Lucas va vous répondre. Lionel Lucas, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Moi, j'ai entendu le discours du président de la République lundi de Pâques au soir. Dès le lundi matin, j'ai appelé mon inspectrice pédagogique pour les 3-4 communes qu'elle gère, en lui disant, voilà, sur le principe, j'ai bien réfléchi sur les tenants, les aboutissants, on n'est pas favorable à cette ouverture, mais par contre, il faut qu'on regarde des modalités pratiques qui permettraient quand même de répondre à la population, notamment, qui va devoir travailler et qui ne saura pas comment garder ses enfants. Parce que c'est ça le fond de l'affaire, quand même. Sinon, les écoles, on attendrait le mois de septembre comme ailleurs. Bon. Donc il faut que les écoles deviennent des garderies. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous, il y a quand même aussi un problème, je suis désolée, mais d'égalité de traitement actuellement. Vous avez 5 à 10% d'enfants qui sont en train de se déscolariser complètement, qui n'ont pas accès aux outils Internet, que les professeurs n'arrivent pas à joindre. Et je suis désolée, mais vous parlez de l'économie, moi je parle de ces enfants, que si on ne les rattrape pas, ça risque d'être beaucoup plus compliqué et dangereux pour la nation. C'est ce que le Premier ministre a dit aussi. C'est pas que l'économie. C'est ce qui se discute autour d'une table. On regarde les cibles de ce que nous devons accueillir et ce que nous pouvons accueillir. Je suis enseignant moi-même, donc je connais ce décrochage. C'est un autre élément que j'ai indiqué à mon inspectrice en disant, bien sûr, les enfants qui n'ont pas eu les cours par correspondance, qui n'ont pas pu avoir les cours en ligne, doivent être prioritaires pour qu'on puisse les accueillir. Je fais valoir simplement que nous avons déjà dans la pratique des choses, l'été, ce qu'on appelle les cours de rattrapage. C'est-à-dire qu'on a toujours quelques enfants avec des enseignants au mois de juillet. Donc on pourrait mettre en place ce système
de cours de rattrapage justement pour ces enfants sans attendre le dernier moment comme on fait d'ordinaire, et puis l'élargir peut-être quand on a les possibilités de le faire, de respecter les conditions sanitaires requises avec les parents qui sont obligés de travailler. Mais tout ça, ça doit se faire autour de la table. Mais depuis mon appel de lundi dernier, je n'ai rien reçu en retour. Mais parce que c'est en train de se faire. Moi, personnellement, je sais qu'ici... Et se faire, suffit de se parler ensemble. Hein. Un coup de fil, c'est facile. Hein. En Occitanie, il y a eu une réunion ce matin avec le recteur de Toulouse et quelques élus. Ça commence à arriver. Et je ne peux pas imaginer un seul instant, monsieur le maire, que vous ne participiez pas à cette conversation et à ces décisions. Et non pas pour vous faire prendre la responsabilité comme on pense ou vous pensez, parce que c'est pas du tout ça. L'État reste responsable de toute façon de A à Z de ce déconfinement, mais justement parce que nous avons besoin de votre éclairage, de votre expérience et de la connaissance de votre territoire. Et moi, je trouve que c'est bien qu'on le fasse comme ça. Et autant on a fait un confinement national, autant il faut qu'on fasse un déconfinement territorial. Moi, dans le Tarn, on n'a été pratiquement pas touché. Donc, on n'aura pas le même déconfinement qu'en région parisienne ou dans la région du Grand Est. Ça paraît évident. Et donc, c'est tous ensemble qu'il faut qu'on travaille. Mais on ne peut pas non plus. Le vaccin, c'est 2021. Donc, on ne va pas rester à la maison jusqu'en 2021 et qu'on ait un vaccin. Donc, il faut qu'on puisse réfléchir avec toutes les conditions nécessaires pour assurer la sécurité de toutes et de tous, parce qu'il ne s'agit pas non plus de repartir dans une possibilité d'une deuxième épidémie. Mais aujourd'hui, sur ce virus, on en apprend tous les jours. Si vous avez écouté la conférence de presse du Premier ministre dimanche soir avec le ministre de la Santé, la professeure qui avait là, elle a bien expliqué que non mais c'est vrai, on en apprend tous les jours, on avance très vite et en même temps, il y a encore plein d'inconnus, donc on n'est pas prêt, effectivement, d'avoir ni le médicament, ni le vaccin. On est bien d'accord là-dessus. On nous dit 2021, on verra si effectivement en 2021, on aura, oui ou non, le fameux vaccin. Parce que pour l'instant, on va pas faire des plans sur la comète. On a vu ce que ça a donné ces derniers temps. Moi, je voulais poser une question à Lionel Lucas, parce que on parle de la patate chaude qui peut être envoyée par moment comme ça par l'exécutif. Parlons des EHPAD. Oui, non, mais parlons des EHPAD. Oui, je dis simplement que le décalage dans le temps, le maire, dès qu'il y a une annonce, le maire est en première ligne dès le lendemain. Avec par toutes les familles. Voilà. Mais bien sûr, monsieur le maire. Et donc, évidemment. Tout le temps qu'on perd et qu'on puisse pas dire nous sommes en train d'en discuter, nous sommes en train de voir les choses, etc. C'est ce qu'on dit au départ. Au bout d'un moment, il faut que ça trouve sa concrétisation. Alors, je vous concède bien sûr que 8 jours, c'est à la fois long pour nous qui attendons et c'est court dans la mise en place parce que chaque cas est un cas et je ne doute pas qu'on arrive à se mettre d'accord et j'apprécie qu'on puisse avoir ce travail de coopération intelligente, il n'y a pas de souci. Bon. Mais c'est le décalage sur les dans le EHPAD. temps, quoi, voilà. Sur les EHPAD, vous parlez de coopération intelligente. Attendez. Vous parlez de coopération intelligente sur les EHPAD. Par exemple, si on prend l'exemple d'hier soir, où on a un Premier ministre qui nous dit, bon, on va changer un petit peu la doctrine. J'ai consulté le monde médical, les sachants, les savants, etc. Et donc, on s'est dit que finalement, les EHPAD allaient accueillir des proches de personnes qui sont aujourd'hui dans ces lieux de vie pour les personnes âgées, mais sous un certain nombre de conditions. Bon, on a entendu, avant que vous soyez là tout à l'heure, Christine Bouillot à Toulouse, qui a fait sa petite enquête aujourd'hui, notamment dans les EHPAD du Gers. La réalité, c'est que rien n'est prêt, tout le monde a été pris de court, etc. C'est venu d'en haut, comme ça d'un coup, et puis derrière, débrouillez-vous. J'imagine, Lionel Lucas, que dans votre EHPAD, c'est la même chose. Écoutez, moi j'ai appelé le directeur dès ce matin, on se tient au courant toutes les semaines pour savoir la situation. Il a réussi à préserver, en se confinant avec son personnel donc depuis 3 semaines, et il tombait des nues. Il m'a dit, mais moi le dimanche à 18h on me dit ça, et le lundi matin j'ai déjà des gens qui me demandent quand est-ce qu'ils vont venir. Mais c'est le problème, c'est l'effet d'annonce. Il faut arrêter de nous faire des effets d'annonce. Il faut nous dire le dimanche soir, d'ici quelques jours, après un travail ensemble, nous pourrons effectivement de nouveau favoriser. On ne dit pas le dimanche soir pour le lundi matin. Il faut arrêter cette communication absurde. Marie-Christine Verdier-Jouclas. Encore une fois, on entend ce qu'on veut, et puis la décision, l'annonce qui a été faite quand même par le Premier ministre dimanche soir, c'est aussi parce qu'il y avait des remontées
significative du personnel des EHPAD par rapport aux résidents, comme quoi on pouvait aussi mourir d'autre chose que du Covid et qu'il fallait trouver des solutions parce que l'isolement et l'absence des familles, c'était terrible. Mais pas pour le lendemain matin. Il a répondu, il l'a dit 2 fois, monsieur le maire. Il a dit sous l'autorité et la décision du directeur de l'établissement. Ah bah oui, bien sûr. Et la patate chaude, c'est pour lui. Mais attendez, mais là, par contre, je suis désolée, mais c'est normal, parce que en tant que directeur des... Oui, mais si vous laissez-leur le temps. Laissez-leur le temps, pas le dimanche pour le lundi matin. C'est ça que je vous dis. Et pour le président, c'était pareil. C'était pas de dire le 11 mai, on rentre tous à l'école progressivement. C'est on va travailler pour permettre une rouverture dans les meilleurs délais. Voilà. Il y a un effet d'annonce. Il faut que la communication change au plus haut niveau. Allez. On va poursuivre le débat. On va poursuivre le débat dans un instant. 0826 300 300, antenne ouverte. Vous avez la parole, c'est parti. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Ah, Barbara est avec nous. Bonsoir Barbara de Carcassonne. Bonsoir et merci beaucoup de me donner la parole. Alors, la question parlant du déconfinement, pour moi, je redoute vraiment que les vieux mécanismes individualistes continuent à fonctionner et qu'il n'y ait pas de changement global dans la gestion de la crise du déconfinement. Si ce n'est techniquement, mais avec des mesures de distance sociale. Mais pour moi, les gens ont faim de revivre. Ils veulent reprendre une vie normale. Ils faisaient du jogging, ils ont fait des apéros vidéo. Donc, c'est ce qu'ils voudront faire après le confinement. Donc, on va juste ajouter des mesures de confinement social. Et c'est tout. Mais les changements auxquels on devrait logiquement s'attendre, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il n'y a pas pour le moment d'offres de changement. Moi, je ne les vois pas. Parce qu'on devra mettre au point juste des petites recettes personnelles pour s'adapter aux conséquences du Covid-19. Mais il n'y a pas de changement politique. Par exemple, Macron s'interroge sur un gouvernement d'unité nationale. Mais on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, oui. On va prendre les mêmes et on va recommencer. Le fiscal, mais quel changement? On va juste payer la crise et on va la payer cher. Le médical, il n'y a aucune politique rassurante. On ne veut pas nous soigner, on ne veut pas nous donner de masques, on nous promet pour perpète les olivettes. On nous soigne quand même, Les soignants sont là, ils font tout ce qu'ils peuvent, et avec beaucoup de courage. Ce ne sont pas les soignants que j'incrimine, c'est le manque de prévision et le fait que dans les pays étrangers, on a utilisé des tests, on utilise la chloroquine, les masques, c'est normal, il n'y a que chez nous que c'est pas normal. Donc pour moi, je me pose vraiment la question sur l'après, même les banlieues se calmeront-elles? Ça m'étonnerait beaucoup. Donc on va sans doute bidouiller un petit peu d'écologie, ça fera joli, ça fera gentil, mais pour moi, ce qui va changer, c'est que la vie va certainement être plus dure pour tout le monde, pour les indépendants, pour ceux qui sont déjà pauvres et qui vont l'être encore plus, pour les retraités, n'en parlons pas. Donc je vous dis franchement, moi le déconfinement, je le vois venir avec beaucoup de soucis et d'angoisse. Je ne crois pas que la vie va être plus facile pour les Français. Oui. Merci beaucoup pour votre sentiment et votre commentaire. Babette de Rosière, vous en pensez quoi? Je pense qu'elle a raison. Et puis, monsieur le maire de Villeneuve-Loubet disait que c'est le dimanche pour le lundi, mais nous, les restaurateurs, c'était le samedi à 19h pour le soir à minuit, le même jour à minuit. Hein. Quand la décision est tombée, oui. Plus violent, absolument. Incroyable. Il y a des gens qui avaient des réservations pour le dimanche et qui avaient fait leur approvisionnement, c'était pour eux. Qui avaient fait tout le stock le vendredi. Et en même temps, attendez, pas tous en même temps, s'il vous plaît, Marie-Christine Verdi-Jouclas, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez répondre. Il fallait dire aussi une chose, c'est que ce confinement, il fallait bien le décider à un moment, et le résultat est quand même là, c'est qu'on a moins aujourd'hui de malades, moins de personnes qui sont en réanimation, etc. Et de toute façon, il n'y avait pas le choix, puisqu'on n'avait pas de matériel autre, on n'avait pas de test, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Donc comme on n'avait rien, la seule solution qui existait, c'était effectivement le confinement. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, Marie-Christine Verdi-Jouclas et Philippe Bilger après. Marie-Christine Verdi-Jouclas. C'est toujours très facile de refaire l'histoire après. Mais oui. Toujours. Et tout le monde est très fort pour refaire l'histoire après. Moi, ce que je sais, que quand il y a un danger sanitaire, le confinement ne dit pas dans une semaine vous serez confiné.
S'il y a un danger sanitaire, on dit ce soir on est confiné. Ce soir on ferme les restaurants. Et oui, c'est dur, oui, c'est violent. Et je le comprends. Et moi, tous les jours, je suis avec les entreprises sur le terrain pour voir comment ils vont. Et avec les commissaires aux finances, on a fait plein de mesures qu'on a votées pour pouvoir soutenir le monde économique. Donc on est dans l'accompagnement, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. C'est ce qu'on entend. On attend aussi d'un chef. Après, par rapport à l'auditrice là qui est intervenue, moi, je veux bien, mais les masques, je suis désolée, madame, c'est mondial le problème. Si c'était français, vraiment, à ce moment-là, c'est facile. On peut nous taper sur les doigts. Sauf que les masques, ça a été un problème mondial. Et je ne peux pas entendre qu'on dise qu'on n'est pas soigné en France. Il y a quand même des alertes qui ont été données. Il y a quand même des alertes qui ont été données, y compris par l'ancienne ministre de la Santé. C'est elle-même qui l'a dit et ça a été reconnu par le Premier ministre. Et ces alertes n'ont pas donné le sentiment que derrière, ça suivait. Hein, pardon, mais bon. Quand on n'a plus de stock d'État, mais je plaisante pas du tout. Quand on n'a plus de stock d'État, parce que ça a été décidé à un moment donné, on n'a plus de stock d'État. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réquisitionne et on s'organise pour pouvoir commander. Et pour commander ailleurs, c'est en Chine. Oui, mais ça, par contre, moi, contrairement à ce que dit l'auditrice, dès le départ, on s'est engagé. Je peux vous assurer que les parlementaires que nous sommes y veilleront. Nous allons relocaliser tout ce qui est produit nécessaire, de première nécessité et vraiment vital pour la France, en France. Les médicaments, le matériel médical, tout ce qu'on a mis très loin. Il était temps, hein. Oui, il était temps, mais c'est pour ça qu'il faut se tirer les conséquences aussi de cette crise. Et moi, je suis pas d'accord avec madame. Heureusement que plein de choses vont changer, sinon ça sert à rien d'avoir eu une crise comme ça. Elle a quand même peut-être raison sur un point. Attendez, Barbara a peut-être raison sur un point. C'est que forcément, je pense que dans les mois qui viennent, on va vivre de manière assez difficile. Et que oui, il va y avoir beaucoup de chômage malgré vos mesures. Il va y avoir beaucoup de chômage, il va y avoir beaucoup d'entreprises à terre. Et que ça va être extrêmement difficile. Et que les dizaines de milliards qu'on débourse en ce moment, il va quand même falloir les rembourser à un moment. Ça, il va falloir le dire. Ah bon, on ne rembourse pas maintenant, c'est nouveau ça. Non, mais plusieurs choses. Oui, bien sûr qu'il va falloir rembourser, mais en tout cas, on ne remboursera pas par un nouvel impôt et c'est pas nous qui allons rembourser, ça a été clairement dit, donc je ne fais que répéter ce qui a été clairement dit. On est une mandature, un gouvernement, des parlementaires qui font tout pour qu'on puisse diminuer la dette. Aujourd'hui, on l'a fait exploser parce qu'il y a la crise sanitaire, mais demain, on a supprimé des impôts comme la taxe d'habitation, c'est pas pour remettre un impôt pour financer cette crise. On se débrouillera autrement et je suis sûre qu'on trouvera des solutions. Mais après, moi, pour revenir à ce que disait Barbara, bien sûr, ça va être difficile et compliqué, c'est évident. On n'a jamais vécu ça nulle part. Donc on va tous ensemble essayer de se sortir de cette situation et j'espère qu'on réussira. Mais il faut rester solidaire, il faut rester collectif. Et puis, moi j'ai des beaux-parents actuellement qui sont coincés aux États-Unis. Je peux vous assurer qu'aux États-Unis, c'est 20 millions de chômeurs. Nous, c'est des gens qui sont... Je sais, non, mais la situation est très différente. Très différente. Et la santé, la situation est très différente. Allez, on termine. Ils ne sont pas soignés. En France, on nous soigne. On termine avec Philippe Bilger. Le commentaire de Philippe Bilger, c'est la conclusion. Christophe, la députée est toujours aussi vaillante dans la défense du gouvernement. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'outrance dans le pessimisme n'a aucun sens. Bien sûr, je suis inquiet pour le déconfinement, mais je ne fais pas un tableau globalement aussi apocalyptique que notre amie Barbara. Mais là, je ne veux pas à tout prix faire une synthèse, Christophe. Mais je comprends ce que dit monsieur le maire. Mais le fait que dans l'urgence, on les mette au pied de certaines décisions. Mais la députée n'a pas tort non plus lorsqu'elle indique que, évidemment, le gouvernement est contraint pratiquement de prendre des décisions dans l'urgence et que d'une certaine manière, il en confie la solution à la société civile. Et donc, je comprends absolument les deux points de vue, mais Madame la députée devrait peut-être admettre que la gestion a été un petit peu improvisée et a trop donné l'impression que c'était aux citoyens de régler des problèmes que le pouvoir lançait un petit peu sans avoir toutes les réponses. On aura l'occasion d'en reparler dans les Vraies Voix sur Sud Radio. Je remercie nos invités, Lionel Lucas qui était avec nous. Merci monsieur le maire évidemment d'avoir donné votre sentiment et Marie-Christine Verdier-Joucla d'avoir été également présente dans les Vraies Voix sur Sud Radio. La fin de notre débat. Les Vraies Voix sur Sud Radio. Coronavirus, la vie d'avant est-elle terminée comme l'a dit le Premier ministre hier? Résultat sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi.
Allez, score final sur Twitter et Facebook. Et bien finalement, après 62% de réponses positives, c'est extrêmement partagé. Et on arrive à un oui qui l'emporte à seulement 53%.